Le 14 mars 2019, à 3h42 du matin, dans la salle de contrôle hermétique du réacteur numéro 3 de la centrale nucléaire de Fessenheim, l'alarme résonne comme un cri d'agonie mécanique. Les écrans affichent une température qui ne devrait jamais exister, 847 degrés Celsius dans la chambre de refroidissement primaire. Giorgio Mantovani, 58 ans, mécanicien industriel depuis 42 années, fixe les chiffres rouges qui clignotent avec l'indifférence d'une sentence de mort. Derrière lui, l'ingénieur en chef François Dubois hurle dans son téléphone satellite, sa voix tremblante trahissant une vérité que personne n'ose prononcer. Dans exactement 17 minutes, si la pression continue d'augmenter au rythme actuel de 2,3 bars par minute, le conteneur de confinement explosera, libérant 340 tonnes de matériel radioactif dans l'atmosphère alsacienne. Les 23 000 habitants de la ville dorment paisiblement à moins de 4 km. Giorgio essuie ses mains calleuses sur son bleu de travail taché d'huile et regarde la pompe de circulation numéro 7, celle qui coûte 47 millions d'euros. Celle qui vient de se fracasser en 1000 morceaux métalliques inutiles, celle dont le remplacement prendrait minimum 6 heures, selon tous les protocoles de sécurité existants. Il n'a que 16 minutes maintenant. Et une idée absolument folle. Dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné. Pour comprendre comment un simple ouvrier italien immigré est devenu le seul homme capable de sauver une région entière de la catastrophe nucléaire, il faut remonter 8 semaines en arrière, au 18 janvier 2019, quand tout semblait fonctionner parfaitement. Ce matin-là, Giorgio Mantovani franchit les 3 portails de sécurité de la centrale, comme il le fait depuis 1977, année où il a quitté son village de Bergame avec 300 francs en poche et l'adresse d'un cousin éloigné à Mulhouse. Son badge d'identification indique « Technicien maintenance niveau 4, spécialisation systèmes hydrauliques, haute pression ». Ce que le badge ne dit pas, c'est que Giorgio connaît chaque valve, chaque joint, chaque boulon des 4 réacteurs, comme un pianiste connaît son instrument. 42 années à écouter les murmures des machines, à sentir les vibrations anormales avant que les capteurs électroniques ne détectent quoi que ce soit. Ses collègues l'appellent affectueusement le sorcier, parce qu'il devine les pannes 3 jours avant qu'elles ne se manifestent. Ce matin de janvier, pendant la réunion hebdomadaire de maintenance dans la salle B12, l'ingénieur Dubois présente le programme de modernisation et remplacement progressif de toutes les pompes de circulation primaire par des modèles numériques ultramodernes fabriqués par la société allemande Kraftwerk Systems AG. Coût total du projet, 340 millions d'euros. Délai, 18 mois. Chaque nouvelle pompe pèse 2850 kg, mesure 4,2 mètres de hauteur et possède 847 composants électroniques ultra précis. Giorgio écoute la présentation PowerPoint avec un malaise grandissant. Il lève la main timidement. Monsieur Dubois, ces nouvelles pompes, elles ont des pièces mécaniques de secours? L'ingénieur sourit avec cette condescendance que les diplômés réservent aux autodidactes. Giorgio, ces machines sont contrôlées par intelligence artificielle. Elles ne tombent jamais en panne. C'est garanti par le constructeur pour 25 ans. Giorgio hoche la tête, mais note mentalement quelque chose qui le trouble. Aucune redondance mécanique, tout repose sur des circuits imprimés et des algorithmes. Les semaines suivantes, il observe l'installation des nouvelles pompes. La pompe numéro 7 est mise en service le 28 février et les techniciens allemands de Kraftwerk Systems repartent après 48 heures de tests concluants. Giorgio passe ses pauses déjeuner dans l'atelier mécanique du sous-sol, ce temple poussiéreux rempli de pièces obsolètes que la direction veut jeter. Il y a là des composants des anciennes pompes Sulzer des années 1970, massives, indestructibles, avec leurs énormes boulons en acier trempé de 85 mm de diamètre. Il en récupère un, rouillé mais intact, et le range dans son casier personnel. On ne sait jamais, murmure-t-il à Marc Lefebvre, son apprenti de 24 ans qui le regarde avec perplexité. Le 14 mars à 3h12 du matin, Giorgio termine sa ronde de nuit habituelle quand il sent une vibration anormale. Ce n'est pas un bruit, c'est une fréquence.
127 Hz quand ça devrait être 60. Il court vers la salle de contrôle. Sur l'écran tactile de la pompe numéro 7, tout affiche vert. Mais Giorgio ne fait pas confiance aux écrans. Il descend dans la chambre technique, enfile sa combinaison thermique et s'approche de la pompe. La chaleur est déjà anormale. 68 degrés Celsius, alors que la température ambiante devrait être 22. Il pose sa main gantée sur le carter et sent ce que les capteurs ne détectent pas encore. Une désynchronisation dans la rotation de l'arbre principal. À 3h39, l'alarme générale se déclenche. Le système électronique de la pompe vient de griller complètement. Cause, un pic de tension de 0,3 secondes sur le réseau électrique régional, probablement causé par un orage magnétique solaire imprévu. Ce micro-événement a détruit les 847 composants électroniques simultanément. François Dubois arrive en courant à 3h45, les cheveux en bataille, suivi de l'équipe de crise. Les protocoles sont clairs, arrêt d'urgence du réacteur. Mais voilà le problème que personne n'avait anticipé. L'arrêt d'urgence nécessite un refroidissement contrôlé pendant minimum 12 heures. Sans la pompe de circulation, le cœur du réacteur continue de produire de la chaleur résiduelle, 2,4 MW de puissance thermique qui n'a nulle part où aller. La température grimpe de 23 degrés par minute. Les calculs sont simples et terrifiants. Dans 18 minutes, le point de fusion du conteneur sera atteint. L'ingénieur appelle Paris, Berlin, Genève. La réponse est unanime. Évacuation immédiate dans un rayon de 20 km. Impossible de réparer en moins de 6 heures. Giorgio regarde les autres pompes. Numéro 1, 2, 4, 5 et 6 fonctionnent normalement, mais elles ne peuvent pas compenser seules. Il faut absolument que la pompe 7 circule au moins 30% de sa capacité nominale pour stabiliser le système. Et si on la fait tourner mécaniquement, propose Giorgio d'une voix calme. Dubois le fixe comme s'il parlait chinois. Mécaniquement? Giorgio, cette pompe pèse 3 tonnes. L'arbre principal tourne à 1200 tours par minute. Il faut 340 chevaux de puissance pour la faire fonctionner. Giorgio enlève déjà sa veste. Je ne parle pas de la faire tourner à pleine puissance. Je parle de débloquer l'arbre manuellement, de désengager le moteur électrique grillé et d'utiliser la pression résiduelle du circuit pour créer une circulation passive. Si j'arrive à maintenir ne serait-ce que 400 tours par minute, ça suffira pour évacuer assez de chaleur. Le silence dans la salle de contrôle est total. L'idée est techniquement possible, mais absolument interdite par tous les protocoles de sécurité. Tu vas être exposé à 200 millisieverts de radiation, dit Dubois. Giorgio hausse les épaules. Ma limite annuelle est 50. Ça me tuera probablement dans 20 ans. L'explosion tuera 23 000 personnes dans 20 minutes. Vous faites le calcul. À 2h29, Giorgio descend dans la chambre technique avec Marc, qui a insisté pour l'accompagner malgré les ordres. La température ambiante est maintenant 94 degrés. Il porte des combinaisons argentées qui peuvent résister maximum 40 minutes. Giorgio ouvre son casier et sort le boulon de 85 mm qu'il a récupéré 6 semaines plus tôt. Marc le regarde, incrédule. « C'est avec ça que tu veux réparer une pompe de 47 millions d'euros ?» Giorgio sourit tristement. Les nouvelles pompes ont un défaut que les ingénieurs allemands n'ont pas prévu. Quand l'électronique grille, le moteur se verrouille en position fermée. Il y a un mécanisme de sécurité qui bloque l'arbre pour éviter qu'il ne tourne librement. Pour le débloquer, il faut accéder à la chambre de découplage, retirer le piston hydraulique de sécurité et insérer une pièce mécanique qui maintient l'arbre en position neutre. Ce boulon a exactement le bon diamètre et la bonne longueur. Les anciens ingénieurs français des années 1970 savaient qu'un jour, quelqu'un aurait besoin de réparer quelque chose avec des outils simples. Ils s'approchent de la pompe. Le dosimètre de Giorgio sonne déjà, 12 millisieverts. Ils ont calculé qu'ils peuvent rester maximum 16 minutes avant d'atteindre des doses potentiellement létales. Giorgio utilise une clé à choc pneumatique pour retirer les 8 boulons du panneau d'accès latéral. Ses mains tremblent, non pas de peur, mais de précision. Chaque seconde compte. À 3h53, le panneau cède. À l'intérieur, la chambre de découplage est un entrelac de tuyaux, de câbles brûlés et de fluide hydraulique bouillant.
Giorgio doit plonger son bras jusqu'à l'épaule dans cet enfer mécanique pour atteindre le piston. La combinaison commence à fondre au niveau du coude. La peau de son avant-bras cuit littéralement. Il ne crie pas. Marc, derrière lui, pleure en maintenant une lampe torche d'une main tremblante. À 3h56, Giorgio extrait le piston. Le mécanisme se débloque avec un claquement métallique. Maintenant vient la partie impossible. Insérer le boulon de remplacement dans un espace de 3 mm de tolérance, à l'aveugle, avec des mains brûlées dans une température de 112 degrés. Il ferme les yeux. Ses 42 années d'expérience parlent à travers ses doigts. Il sent la résistance du métal, la texture des filets, l'alignement parfait. Le boulon glisse en place. Clic. À 3h58, l'arbre principal de la pompe commence à tourner librement, entraîné par la pression différentielle du circuit, 340 tours par minute. Pas assez. Giorgio tape sur le carter avec une masse, ajustant l'angle de 1,7 degré. 420 tours par minute. La température commence à descendre. 831 degrés, 808, 782. À 4h04, elle se stabilise à 654 degrés Celsius. La crise est terminée. Cette histoire nous a demandé beaucoup de temps à préparer et raconter. Si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne. Cela compte énormément pour nous. Revenons maintenant à l'histoire. Dans la salle de contrôle, François Dubois fixe les écrans avec une expression d'incrédulité totale. Les paramètres se stabilisent. Les alarmes s'éteignent une à une. À 4h12, Giorgio et Marc remontent. La combinaison de Giorgio est déchirée. Son bras droit est couvert de brûlures au 2e degré. Son dosimètre affiche 267 millisieverts. Il s'effondre sur une chaise. L'équipe médicale arrive en courant. Dubois s'agenouille devant lui, les larmes aux yeux. Tu as sauvé 23 000 personnes avec un boulon rouillé. Giorgio ferme les yeux, épuisé, pas rouillé, oxydé. Il y a une différence. Les heures suivantes sont un chaos contrôlé. L'autorité de sûreté nucléaire française arrive à 6h30 avec une équipe de 40 inspecteurs. Le réacteur est progressivement refroidi selon les protocoles standards, maintenant que la pompe 7 tourne passivement. À 14 ans, la température du cœur est revenue à des niveaux normaux. Les équipes de Kraftwerk Systems arrivent de Munich en jet privé à 16h45, atterris, humiliés. Leur pompe ultramoderne de 47 millions d'euros a été sauvée par une pièce de 1973 qui valait 8 francs à l'époque. L'enquête officielle révélera que l'orage magnétique solaire du 14 mars 2019 était le plus intense depuis 1989, avec une magnitude de G4 sur l'échelle de perturbation géomagnétique. Ce type d'événement se produit en moyenne une fois tous les 11 ans, mais aucun des systèmes électroniques modernes n'avait été testé contre ce scénario. Giorgio passe 3 semaines à l'hôpital pour traiter ses brûlures. Son bras droit gardera des cicatrices permanentes. Son exposition aux radiations est estimée avoir réduit son espérance de vie de 4,3 années statistiquement. Marc Lefebvre, lui, s'en sort avec des brûlures mineures et une dose de 89 millisieverts. Les 2 hommes recevront la Légion d'honneur le 14 juillet 2019 des mains du président de la République. Dans son discours, le président parlera de l'intelligence des mains et de la sagesse des anciens face à l'arrogance technologique. Giorgio, mal à l'aise dans son costume 3 pièces trop serré, sourira poliment mais pensera surtout à ses tomates qui ont besoin d'être arrosées dans son jardin de Mulhouse. L'impact de l'incident de Fessenheim transformera radicalement l'industrie nucléaire européenne. Un audit complet de toutes les centrales révélera que 73% des systèmes de sécurité modernes manquent de redondance mécanique simple. Le concept de solution de repli low-tech deviendra obligatoire dans tous les nouveaux designs. Les anciennes pompes Sulzer des années 1970 que la direction voulait jeter seront cataloguées et conservées comme réserves stratégiques analogiques. La société Kraftwerk Systems devra payer une amende de 240 millions d'euros et repenser complètement ses systèmes de découplage d'urgence. Ironiquement, ils engageront Giorgio comme consultant à 15 000 euros par jour pour réviser leur protocole.
Il acceptera à condition de travailler seulement 2 jours par semaine. J'ai un jardin à entretenir. Les analyses post-incident révèlent des détails techniques fascinants. Le boulon que Giorgio a utilisé était un modèle Schneider-Creusot série HC85, fabriqué en 1973 dans les usines du Creusot en Bourgogne. Acier trempé au chrome molybdène, traité thermiquement à 940 degrés Celsius, avec une résistance à la traction de 1200 mégapascales. Les spécifications de 1973 incluaient des tolérances de fabrication de plus 0,05 mm, bien plus strictes que beaucoup de pièces modernes produites en série avec des méthodes numériques. Ce boulon particulier avait été usiné par un certain André Moreau, tourneur à la retraite en 2019, qui apprendra par les journaux qu'une pièce qu'il a fabriquée il y a 46 ans a sauvé une région entière. Il enverra une lettre manuscrite à Giorgio. « Quand j'ai fait cette pièce, j'imaginais qu'elle durerait. Je ne savais pas qu'elle sauverait des vies. Merci d'avoir su l'utiliser. » Marc Lefebvre deviendra ingénieur en sécurité nucléaire, spécialisé dans les systèmes de secours mécaniques. En 2023, il publiera un manuel technique intitulé « Redondance analogique, leçon de Fessenheim », qui deviendra référence dans 27 pays. Dans l'avant-propos, il écrira « Giorgio m'a appris que la technologie la plus avancée n'est pas toujours la plus fiable. Parfois, un boulon rouillé vaut mieux qu'1 million de lignes de code. » François Dubois, l'ingénieur en chef, demandera un transfert administratif 6 mois après l'incident. Il dirigera maintenant un centre de formation où les jeunes ingénieurs doivent passer 6 mois en atelier mécanique avant de toucher un ordinateur. Ils doivent comprendre comment les choses fonctionnent vraiment, dit-il lors d'interviews. La pompe numéro 7 continuera de fonctionner en mode passif jusqu'au 8 mai 2019, quand une nouvelle unité électronique sera finalement installée. Mais les ingénieurs garderont le mécanisme de découplage manuel accessible avec un kit d'outils mécaniques d'urgence stocké dans un coffre rouge marqué « Solution Mantovani ». Le boulon original, celui qui a sauvé Fessenheim, sera exposé au Musée des Arts et Métiers à Paris dans une vitrine éclairée avec cette plaque « Boulon Schneider-Creusot HC85 1973 ». Utilisé par Giorgio Mantovani pour prévenir une catastrophe nucléaire majeure le 14 mars 2019. Valeur d'origine, 8 francs, 1,22 €. Valeur estimée des vies et propriétés sauvées, 89 milliards d'euros. Démonstration que l'ingéniosité humaine et la simplicité mécanique surpassent parfois la complexité technologique. Giorgio prendra sa retraite officiellement le 31 décembre 2021, après 44 années de service. Son pot de départ réunira 340 personnes dans le réfectoire de la centrale. Le directeur général d'EDF fera le déplacement depuis Paris. Les discours dureront 2 heures. Giorgio les écoutera patiemment, puis prendra la parole pour exactement 47 secondes. Merci à tous. J'ai fait mon travail. J'ai eu de la chance de trouver le bon boulon au bon moment. N'oubliez jamais, les machines les plus simples sont souvent les plus fiables. Prenez soin les uns des autres. Et maintenant, excusez-moi, mais ma femme m'attend pour dîner. Standing ovation de 5 minutes. En partant, il laissera sur son bureau un carnet de notes manuscrites. 847 pages d'observations techniques accumulées sur 44 ans, avec des schémas détaillés de chaque pompe, chaque valve, chaque système de la centrale. Ce carnet sera numérisé et deviendra la base d'une bibliothèque technique consultée quotidiennement par les nouvelles générations d'ingénieurs. Les statistiques officielles de l'incident sont sobrement présentées dans le rapport final de l'ASN, publié le 14 septembre 2019. Durée totale de la crise, 33 minutes. Personnel exposé à des radiations au-dessus des limites réglementaires. 2 personnes. Contamination environnementale, 0. Dommages matériels, 47 millions d'euros. Une pompe. Coût de la solution, 1,22 €. Un boulon de 1973. Vie sauvée. Estimation entre 23 000, population locale, et 840 000, si contamination radioactive s'était étendue selon les vents dominants. Superficie potentiellement contaminée évitée, 12 400 km². Pertes économiques évitées,
89 milliards d'euros selon la Banque de France. Exposition médiatique, 847 articles de presse internationaux. Changements réglementaires provoqués. 23 nouvelles directives européennes sur la redondance mécanique dans les installations critiques. Nombre de centrales nucléaires ayant modifié leur protocole suite à l'incident. 167 dans 31 pays. L'histoire de Giorgio Mantovani pose des questions philosophiques que l'industrie nucléaire préfère éviter. Comment un système qui a coûté des centaines de millions d'euros peut-il être sauvé par un composant à 1,22 €? Pourquoi faut-il un incident majeur pour que les décideurs réalisent que la complexité n'est pas synonyme de fiabilité? Le directeur de l'AIEA déclarera lors d'une conférence à Vienne en novembre 2019 « L'incident de Fessenheim nous rappelle que la sécurité nucléaire repose finalement sur 3 piliers, la technologie, les procédures et l'expérience humaine. Nous avions oublié le 3e pilier. Giorgio Mantovani nous l'a rappelé de la manière la plus dramatique possible. En 2024, 5 ans après l'incident, un documentariste français, Thomas Reverdy, réalisera un film intitulé « Le boulon et le réacteur » qui sera nominé pour le César du meilleur documentaire. Giorgio refusera poliment de participer au tournage, mais autorisera l'utilisation de son nom et de son histoire. Le film révélera un détail que peu de gens connaissent. La nuit du 13 au 14 mars, Giorgio avait eu un cauchemar prémonitoire. Il avait rêvé d'une pompe qui explosait. Il s'était réveillé à 2h30, incapable de se rendormir. C'est pourquoi il était arrivé à la centrale 45 minutes avant son service habituel. C'est pourquoi il avait fait sa ronde de contrôle plus tôt que d'habitude. C'est pourquoi il avait détecté l'anomalie à 3h12 au lieu de 3h45. Ces 33 minutes supplémentaires ont fait la différence entre catastrophe évitée et désastre continental. Le 14 mars 2025, 6 ans jour pour jour après l'incident, une plaque commémorative sera inaugurée à l'entrée de la centrale de Fessenheim. Elle est en bronze, mesure 1,2 mètres de hauteur et représente 2 mains d'ouvriers tenant un boulon. L'inscription dit simplement « à Giorgio Mantovani et Marc Lefebvre », qui ont prouvé que le courage et l'intelligence pratique sont irremplaçables. 14 mars 2019. Giorgio, maintenant âgé de 64 ans, assistera à la cérémonie avec sa femme Maria, ses 3 enfants et ses 7 petits-enfants. Les journalistes lui demanderont ce qu'il pense de son héritage. Il répondra avec son accent italien, toujours présent après 48 ans en France. « J'espère que les jeunes comprendront quelque chose d'important. N'ayez pas peur de vous salir les mains. N'ayez pas peur de garder les vieilles pièces. N'ayez pas peur de faire confiance à votre instinct quand les machines vous disent que tout va bien mais que vos tripes vous disent le contraire. Et surtout, n'oubliez jamais que derrière chaque boulon, chaque valve, chaque pièce, il y a un humain qui l'a fabriqué avec soin. Respectez ce travail. L'histoire suivante que nous avons préparée pour vous est tout aussi fascinante. Ne manquez rien en vous abonnant et en activant la cloche de notification. L'ironie finale de cette histoire réside dans un détail que Giorgio révélera lors d'une interview pour un magazine technique en 2026. Le fameux boulon qu'il avait récupéré en janvier 2019 n'était pas le seul dans l'atelier de rebut. Il y en avait 12 autres, identiques, tous destinés à être fondus pour récupération du métal. Après l'incident, lorsque les enquêteurs ont voulu examiner les autres boulons, ils ont découvert que les 11 restants avaient été effectivement détruits 2 jours avant la crise, le 12 mars, dans le cadre d'une opération de nettoyage des réserves obsolètes. Si Giorgio n'avait pas eu son intuition de récupérateur compulsif, comme il se décrit lui-même, le boulon salvateur n'aurait simplement pas existé. Le destin, ou le hasard, ou l'instinct d'un vieil ouvrier qui ne jette jamais rien au cas où, a fait que cette unique pièce était disponible exactement quand l'impossible est devenu nécessaire. Les statisticiens calculeront plus tard que la probabilité de cette convergence d'événements, l'orage magnétique, la panne électronique, la présence de Giorgio au bon moment, l'existence du boulon, ses 42 années d'expérience précise, était d'environ 1 sur 340 millions.
exactement le coût en euros du programme de modernisation qui avait créé la vulnérabilité. Le nombre total de morts, 6 147.